Écoutez. Écoutez le silence avant le premier mot. Écoutez la vibration qui existe entre les atomes. C'est ma maison. Avant que le ciel, Niamey, ne sépare son souffle de la terre, Assazeya, il y avait la toile du commencement. Elle n'est pas faite de soie fragile qui casse au vent, mais de la matière même du destin. Des fils d'argent, de sang, de lumière et d'ombre qui relient tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Elle vibre sous la croûte du monde, reliant le dernier soupir d'une fourmi écrasée au rugissement de la naissance d'une étoile. Moi, Anansi, l'araignée des mondes, le gardien des interstices, je ne suis pas un simple conteur, je suis l'architecte des liens. Je cours sur les fils invisibles, je sens les vibrations. Je sais quand un empire va s'effondrer avant même que la première fissure n'apparaisse sur le mur du palais. Je sais quand un cœur va se briser pour libérer une vérité. Approchez, enfants de la poussière rouge, vous qui mesurez le temps en saison de pluie. Je vais vous narrer l'histoire du fil le plus résistant que j'ai jamais eu à tisser. Ce n'est pas une histoire de héros ordinaire, c'est l'histoire d'une rupture violente dans l'ordre des choses. L'histoire d'Ablapoku et de l'or qui avait faim. Une histoire de dette, car sachez-le, dans le monde des esprits comme dans celui des hommes, on ne coupe jamais un lien sans que le sang ne coule. En ce temps-là, le royaume Ashanti, Kumasi, brillait comme une insulte à la nuit. C'était l'apogée du jour. L'or ne servait pas de monnaie, il était le pavé des rues. Les tambours Atumpan résonnaient si fort qu'ils faisaient trembler les racines des fromagers à 10 jours de marche. Les kentés étaient tissés d'une soie si fine qu'on eût dit des morceaux d'aurore capturés par des mains humaines. Mémé 8 voyait ce que les hommes refusaient de voir. Une lèpre invisible, dorée et purulente, rongeait les fondations spirituelles du palais. Le roi Opoku régnait. C'était l'oncle de la princesse Ablapoku. Son sourire était large comme le fleuve Volta, mais son cœur était une pierre volcanique, durcie par une jalousie noire et gluante. Il portait la couronne, oui, il portait les lourds bracelets, mais il savait une chose terrible qui l'empêchait de dormir. Le Sika Doa Kofi, le tabouret d'or né un vendredi, ce siège sacré descendu du ciel sur les genoux du premier roi prêtre, ne l'acceptait pas. Ce tabouret n'était pas un meuble, c'était un dieu-objet. C'était le réceptacle vibrant des âmes de tous les ancêtres Ashanti. Il était vivant, il respirait une magie ancienne. Il avait senti l'illégitimité d'Opoku, l'usurpateur spirituel. Mais Opoku, dans sa ruse, savait utiliser les lois sacrées à son avantage. Il savait que Poku, sa nièce, portait en elle le viu, la légitimité. Elle était le danger. Opoku ne pouvait pas simplement la tuer. Le peuple se serait levé. Il devait la briser spirituellement ou la faire fuir. Il descendit dans la crypte sacrée, là où le tabouret d'or flottait dans l'obscurité, nimbé de sa propre lueur. Opoku consulta l'oracle de l'or, et la voix du métal, grinçante et absolue, répondit. « Je suis l'encre de la nation. Nul de mon sang ne quitte ma sphère sans payer. La lignée est une chaîne forgée dans mon ventre. Si Ablapoku veut partir, si elle veut se soustraire à mon autorité pour créer ailleurs, le lien doit être tranché. Et le Sika Doa Kofi ne boit pas d'eau. Il exige du sang royal pour libérer une âme de son emprise possessive. Sans le sang, elle n'est qu'une esclave en fuite, que les ancêtres traqueront et détruiront jusqu'aux confins de la terre. » Opoku sourit dans l'ombre. Il avait son arme. Poku ne verserait jamais son propre sang pour une liberté incertaine. Elle était piégée. Pour s'assurer de son immobilité, il fit alors appel à l'abomination. Il convoqua Kongu Beyan. Ce n'était pas un prêtre ni un guérisseur.
C'était un sorcier des ombres rampantes, un mangeur d'âmes venu des terres arides. Son cœur était un puits d'encre où la lumière se noyait. Là où il marchait, l'herbe jaunissait instantanément. Upuku lui donna l'ordre. Éteins sa lumière. Ne touche pas à son corps, mais fais pourrir sa volonté. Sur un œuf de vautour, symbole de la charogne et de la fin de cycle, Kongo Behan grava le nom secret de la reine et scella un pacte horrible. Il invoqua une lèpre de l'âme, une torpeur magique destinée à enchaîner l'esprit de Poku au tabouret d'or pour qu'elle devienne une statue vivante, docile et vide. Cette nuit-là, le sorcier dessina un œil de chouette avec de la cendre d'os sur le seuil de la princesse. Il souffla dans la serrure une poudre de fleurs dormantes, lourde et sucrée, un poison de l'esprit. L'air devint sirupeux. Le palais s'endormit d'un sommeil de plomb. Mais Poku ne dormait pas. Elle était agenouillée, seule, devant la tunique de Dabala, son époux défunt. Elle pleurait. Et c'est là que la magie de la toile opéra. L'amour qu'elle portait à Dabala n'était pas un sentiment humain ordinaire. C'était une force cosmique, tissée dans les motifs du kente qu'elle tenait. Lorsque ses larmes, chargées d'une douleur pure et lucide, tombèrent sur le tissu sacré, elles crépitèrent comme de l'acide sur la magie noire de Kongo Behan. La pureté de son chagrin était un bouclier. Je sentis la vibration de ce fil unique. Moi, Anansi, je ne pouvais rester spectateur. Je descendis du paflon, le long d'un fil de soie d'argent, dans la lueur tremblante de sa lampe à l'huile. Habla. Je chuchotai. Elle sauta. Elle chercha l'origine de la voix. Ma voix n'était pas un son, mais un frisson direct dans son esprit. Habla Poku, l'odeur dans l'air n'est pas le jasmin de la nuit, c'est l'oubli. Ton oncle t'offre le sommeil éternel d'une poupée de cire. Elle écarquillait les yeux, non pas de peur, mais de reconnaissance. Esprit, murmura-t-elle. Je continuai. Le Cicadwa Kofi a faim. Il réclame ta soumission totale ou ton sang pour te laisser partir. Il ne tolérera pas une Rwande dissidente. Tu es enchaînée, princesse. Mais il existe une troisième voie, la fuite, la rupture. Mais sache ceci, on ne coupe jamais la maison de l'or sans que le sang ne coule. Elle se redressa lentement. En un instant, l'agonie de la veuve s'évapora pour laisser place à la majesté groide de la reine-mère. « Quel est le prix, tisseur » demanda-t-elle sans trembler. « Ta foi pour commencer, puis ce que le destin demandera à la rivière. Rassemble les tiens, prends le tabouret de la mer, celui d'argent et de blanc, le siège de la lune et de la fécondité. Laisse-leur aux mômes corrompus. Va vers le nord-ouest, je tisserai les chemins. » Ils partirent avant que l'aube ne sangle le ciel. Hablapoku attacha solidement Kouakou, son unique enfant, son trésor vivant, dans le dos à l'aide d'un pagne tissé. Le petit dormait lourd et chaud contre sa colonne vertébrale. Elle sentait son cœur battre à travers sa propre peau. C'était le rythme de sa vie. Derrière eux, dans le palais, Kongo Behan s'éveilla en hurlant. Il sentit le vide là où l'âme d'Hablapoku devait être. Sa magie avait échoué. Furieux, Opoku lâcha ses siens de guerre et le sorcier projeta son esprit dans la brousse. Il entra dans une transe violente, invoquant le Sasabon Sam, le démon vampire des forêts hautes, celui qui a des crochets de fer à la place des pieds et qui pend aux branches pour happer les voyageurs. La forêt Akan, cette immense entité de sève et d'ombre, devint un échiquier. C'est ici que j'ai joué mon grand jeu. Je n'ai pas combattu la force brute par la force brute. J'ai combattu la haine par la ruse blanche. J'ai manipulé la géométrie de la toile. Pour les fugitifs, j'ai tissé une bulle de mume. Ils marchaient, mais le sol semblait glisser sous leurs pieds pour les aider. Je ralentissais le temps autour d'eux, transformant une heure de marche épuisante en quelques minutes de glissement onirique. Pour les poursuivants, j'ai tissé des traits de vanité. J'ai créé des illusions, des mirages optiques. Ils voyaient au loin la silhouette scintillante d'Hablapoku flottant sur les cimes, parée d'un or imaginaire.
Les soldats, aveuglés par la cupidité, car Opoku avait promis l'or à Capturan, couraient vers ces chimères, s'enfonçant dans des marécages de boue noire qui n'existaient que dans leur esprit tordu. Kongo Béan, comprenant ma magie, hurla de rage. Il contre-attaqua. Il envoya des vents de cauchemar. Les fugitifs voyaient les racines des arbres se transformer en serpents. Ils entendaient les voix de leur propre père mort. « Traître, vous volez le pouvoir, le tabouret d'or vous mendie. » Poku vacilla. Le poids écrasant de la malédiction ancestrale pesait physiquement sur ses épaules. Le Sikadoakoshi tirait sur le lien spirituel, invisible, mais solide comme l'acier, cherchant à la ramener vers Kumasi comme on ramène une chèvre à la corde. Je descendis près de son oreille, invisible. « Ne regarde pas en arrière, l'or qui enchaîne n'est pas l'argent qui libère, le fil n'est pas coupé à blas, il doit être tranché par une volonté plus dure que le métal. » Ils arrivèrent par fin au fleuve Komoué. Mais ce n'était pas le fleuve accueillant qu'ils espéraient, c'était un mur liquide. Gonflé par les pluies de la colère céleste, le Komoué était une veine battante de boue ocre, tumultueuse, violente. Les rapides rugissaient comme des mille bêtes affamées. Les arbres charriés par le courant se brisaient comme des allumettes. C'était la fin du chemin. Derrière eux, le son des tambours de guerre d'Opoku se rapprochait. Kongo Béan et la mort étaient à leur trousse. Devant eux, la mort liquide. Poku s'avança seule sur la berge mouvante. Elle leva les bras. « Grand fleuve, Nsingzu, ouvre-toi, nous sommes les innocents, les enfants de la fuite. Laisse-nous passer vers la terre de la paix. » L'eau se mit à bouillonner. Une brume épaisse, glaciale, s'éleva des remous. Et une voix, plus ancienne que les pierres, plus profonde que les abysses, remonta du fond des âges. Ce n'était pas seulement la voix de l'esprit de l'eau, c'était l'écho de la loi mystique. « Tu ne peux pas passer, fille de l'Ashanti. » La voix fit trembler le sol. « Une chaîne te retient encore à Kumasi. Je la vois briller autour de ton cou. Le Sikadoakoshi ne t'a pas délié. Tu l'appartiens spirituellement à l'autre rive. Pour entrer dans mon domaine, tu dois d'abord te libérer de tes maîtres passés. » Les prêtres et les nobles de la suite s'empressèrent. Ils arrachèrent leurs lourds bijoux d'or, leurs pectoraux, leurs bracelets d'ivoire sculptés. « Prends notre fortune, esprit des eaux! L'or de l'Ashanti est pur !» crièrent-ils en jetant les trésors dans les flots. Le fleuve recracha violemment les bijoux sur le sable mouillé. « L'eau se moque de votre métal !» gronda le Komoé avec mépris. « Le tabouret d'or réclame du sang pour annuler la dette de ta naissance. Et moi, pour ouvrir mon corps et vous laisser entrer dans la nouvelle terre, j'exige une preuve de foi. Une vie pour une nation, un cœur pour un peuple. Donnez-moi ce que vous chérissez le plus au monde. » Le silence tomba, lourd, absolu, plus écrasant que le ciel d'orage. Tout le monde se tourna vers la reine. Abla Poku regarda l'or rejeté sur le sable, puis elle regarda son dos. Elle comprit l'horrible équation cosmique. Le tabouret d'or, l'ancien royaume, exigeait son héritier pour la lâcher. Le fleuve, le nouveau royaume, exigeait son trésor pour l'accueillir. Une seule offrande pouvait satisfaire les deux monstres divins. Son fils. C'était la condition absolue de la métamorphose. La mère devait mourir intérieurement pour que la souveraine fondatrice puisse naître. La reine se tourna vers moi, vers l'invisible. Son visage n'était plus humain, il avait devenu un masque de beauté terrifiante, sculpté dans la douleur pétrifiée. Elle ne pleurait plus, elle était au-delà des larmes. « Anansi, dit-elle d'une voix blanche, sans timbre, si je dois m'arracher le cœur, fais qu'il ne souffre pas, fais que l'innocence ne connaisse pas l'effroi de l'abîme. » Alors, j'ai tissé ma plus grande œuvre. Non pas un tour de passe-passe, mais un acte de miséricorde divine. Je suis descendu sur l'enfant, Kwaku.
J'ai tissé autour de lui un cocon invisible, fait de songes d'étoiles et de lumière lunaire. J'ai endormi sa peur, j'ai endormi sa conscience du froid. Je lui ai foucheté des histoires de rois volants et d'oiseaux de lumière. Il cessa de s'agiter, il devint un poids chaud, paisible, un petit souffle calme, rêvant déjà d'éternité. La reine détacha lentement l'enfant de son dos. Elle le prit dans ses bras, elle le serra une dernière fois, un instant qui dura 1000 ans, transférant tout son amour, toute sa mémoire, toute son âme dans ce petit corps endormi. Elle marcha vers le précipice boueux. Les vagues léchaient ses pieds. Elle leva l'enfant vers le ciel noir et vers l'eau brune. Elle l'offrit au Sikajwa-Kofi pour briser la chaîne de l'esclavage ancestral. Elle l'offrit au Komoé pour ouvrir la porte de l'avenir. « Kwaku » murmura-t-elle, un son qui déchira la trame de l'univers. Et elle le laissa aller. L'enfant disparut dans les remous tourbillonnants. À l'instant précis où l'offrande sacrée toucha l'eau, l'univers retint son souffle. La toile entière vibra d'une onde de choc. Crac! Un bruit sec, comme un coup de tonnerre sans nuage, se fit entendre. C'était le lien spirituel avec le tabouret d'or qui se rompait définitivement. Ablapoku était libre de la dette. Simultanément, le miracle eut lieu. Les eaux du Komoé ne s'écartaient pas comme dans les légendes simplistes. Non, elles se soumirent. Le fleuve, apaisé, devint calme comme un lac d'huile. Des profondeurs, des hippopotames géants remontèrent et alignèrent leur dos gris pour former des piliers vivants. Des arbres immenses, les fromagers sacrés, courbèrent leurs troncs depuis les deux rives pour former une passerelle de bois et de feuilles. Et sur la boue du passage, instantanément, des milliers de lotus bleus s'ouvrirent, la bénédiction d'Assazéia. Le peuple traversa sur ce pont de chair et de bois, muet de stupeur et de chagrin sacré. Il marchait sur les eaux domptées par le sang d'un prince. Lorsque la reine posa le pied sur l'autre rive, la terre libre, Kongobian apparut sur la rive qu'il venait de quitter. Il hurla, brandissant son bâton de sorcier, prêt à lancer ses démons. Mais il était trop tard. Le lien était tranché. Le Sikajwa-Kofi, ayant reçu son paiement, ne donnait plus aucune autorité sur la reine. Pire, le sorcier se heurta au mur final de ma toile. Je me dressais devant lui, une ombre immense projetée entre les deux rives. Je tissais un miroir de vérité pure. Je lui dis: tu cherchais la volonté d'une femme faible. Tu as trouvé la volonté d'une mère brisée. Il n'y a rien de plus puissant dans tous les mondes. Regarde-toi, mangeur d'ombre. Kongobian se vit dans mon miroir. Il vit le néant de son âme. Il vit que sa magie n'était que poussière face au sacrifice d'amour. Il fut pris de vertige. Il crut voir le pont ouvert pour lui, mais ce n'était qu'une illusion de ma part. Il s'élança avidement dans l'eau, et le Komoé, libéré de son pacte, redevant fureur, le sorcier fut avalé, dissous, effacé comme une tache d'encre dans l'océan. Sur la rive de la liberté, le soleil se levait. Poku était seule, debout, face au fleuve qui avait pris sa vie. Elle était vide, mais elle était immense. Elle n'était plus une princesse Ashanti. Son peuple, les survivants, les hommes, les femmes, les vieillards l'entourèrent. Ils tombèrent à genoux, non pas de soumission, mais par une révérence absolue. Ils comprirent que leur vie était achetée par la mort de l'enfant royal. Dans le silence du matin, un ancien murmura, la gorge serrée, « Baouli !» Le mot courut comme un feu de brousse. « Baouli! Baouli !» L'enfant est mort. Ce cri de douleur devint leur nom de gloire. Ils n'étaient plus de fuyards, ils étaient les Baoulés, le peuple de l'enfant. Ils plantèrent le tabouret de la mer, le siège blanc, dans cette terre nouvelle. Ils bâtirent une nation, non pas sur la conquête, la guerre et l'or avide, mais sur la mémoire, le sacrifice et le prix intestimable de la paix. Le fil d'Ablapoku est devenu le pilier central de ma toile dans cette partie du monde. Il est rouge et brillant, indestructible.
Des siècles ont passé, les rois sont devenus poussière, les empires ont changé de nom, mais la douleur de la reine, transmutée en force, a irrigué la terre. De cette lignée, forgée dans le sacrifice ultime au bord du Comoé, émergera bien lointain une autre figure, un bélier de Yamoussoukro, ou Fouette-Boigné. Il transformera ce sang versé autrefois en un dialogue permanent pour unir les tribus, comme si le sacrifice de l'enfant continuait à acheter la paix des siècles plus tard. Mais cela, c'est une autre histoire que je tisserai un autre jour. Pour l'instant, regardez le fleuve. Le Comoé coule toujours. Et si vous écoutez bien, la nuit, quand la lune caresse les ondes, vous n'entendrez pas le bruit de l'eau. Vous entendrez la berceuse éternelle qu'une mère chante doucement à l'enfant qui dort au fond du lit de fleuve, soutenant à jamais le pont sur lequel marche son peuple. Le fil est tissé, la parole est dite. Moi, Anansi, j'ai vu, j'ai tissé, j'ai raconté. Et je continuerai à la chanter jusqu'au dernier souffle du temps, jusqu'à ce que les galaxies elles-mêmes s'inclinent pour entendre, jusqu'à ce que le cosmos se souvienne du sang, des larmes et des éclats de vie que j'ai tissés dans le fil rouge. Chaque instant vécu, chaque courage offert, chaque cœur brisé ou aimant résonne dans l'éternité de ma toile. Et rien, ni la mort, ni l'oubli, ne pourra effacer cette mémoire. Je suis Anansi, le tisseur des mondes, le gardien des légendes, et dans mon fil passent les vies des hommes et des dieux, unis dans un chant qui traverse les siècles comme l'éclair traverse la nuit. Et si cette légende a frappé votre âme, venez marcher sur le fil avec moi et abonnez-vous à notre page YouTube pour que d'autres histoires tissées dans la lumière et l'ombre viennent caresser votre esprit.